et les éléments de preuve supplémentaires ne la convainquent pas au-delà de tout doute raisonnable que les explosifs utilisés ne pouvaient être obtenus sans l'autorisation de l'appelant. Pour ce qui est de l'attaque du 18 juillet 1993 sur Stary Vitez, la Chambre d'appel considère que l'appelant n'a pas démontré qu'aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement conclure, comme l'a fait la Chambre de première instance, que l'appelant avait ordonné l'attaque du 18 juillet 1993 sur Stary Vitez. Cependant, l'attaque du 18 juillet 1993 ne peut être définie catégoriquement comme un acte criminel, étant donné qu'il y avait encore à ce moment-là un nombre considérable de soldats de l'armée de Bosnie-Herzégovine à Stary Vitez. Sur la base des éléments de preuve présentés en première instance, ainsi que des moyens de preuve supplémentaires, la Chambre d'appel n'est pas convaincue au-delà de tout doute raisonnable que l'attaque du 18 juillet 1993 ait entraîné de lourdes pertes parmi les civils musulmans suite à l'emploi des bébés-bombes, ni que l'attaque ait été dirigée contre la population civile musulmane ou les biens lui appartenant à Stary Vitez. La Chambre d'appel conclut que les éléments de preuve présentés en première instance et les moyens de preuve supplémentaires ne démontrent pas, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant a ordonné l'attaque, tout en sachant qu'il était très vraisemblable que les bébés-bombes seraient utilisés au cours de celle-ci contre la population musulmane civile ou contre les biens lui appartenant. La conclusion selon laquelle l'appelant a ordonné l'attaque, commettant par là même un crime contre l'humanité, est donc annulée. S'agissant des crimes commis en avril et septembre 1993 à Donja Večeriška, Gačice et Grbavica, la Chambre de première instance a conclu que les villages attaqués auraient pu présenter un intérêt militaire justifiant qu'ils fassent l'objet d'une offensive et elle a également déclaré l'appelant coupable de crimes incluant des destructions, des pillages et des transferts forcés de civils, au motif qu'il avait ordonné des attaques dont il ne pouvait que raisonnablement prévoir qu'elles conduiraient à des crimes. La Chambre d'appel a appliqué à ces faits le critère juridique approprié et estime que les éléments de preuve présentés en première instance ne démontrent pas, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant a ordonné les attaques sur les villages concernés, tout en sachant qu'il était très vraisemblable que des crimes seraient commis au cours de ces opérations. La Chambre d'appel invalide les déclarations de culpabilité prononcées contre l'appelant en application de l'article 7.1 du statut pour les crimes commis dans les 3 villages concernés. Nous en venons maintenant à la responsabilité de l'appelant au sens de l'article 7.3 du statut. In relation to the S'agissant de l'attaque du 16 avril 1993 et de l'explosion du camion piégé du 18 avril 1993, la Chambre d'appel estime qu'aucune conclusion du jugement et aucun élément de preuve ne démontre que l'appelant savait ou avait des raisons de savoir avant les attaques que des unités placées sous son commandement s'apprêtaient à commettre des crimes. En conséquence, la question du manquement de l'appelant à son obligation d'empêcher ces crimes ne se pose pas au sujet de ces 2 événements. Quant à l'attaque du 18 juillet 1993 sur Stary Vitez, aucune conclusion ni élément de preuve ne démontre que l'appelant savait ou avait des raisons de savoir au préalable que des bébés-bombes seraient utilisées au cours de l'attaque. En conséquence, la question du manquement de l'appelant à son obligation d'empêcher l'emploi de ces bombes contre des cibles civiles n'a pas lieu d'être. La Chambre d'appel considère donc, sur la base des conclusions du jugement de première instance et des moyens de preuve versés au dossier en appel, que la question du manquement de l'appelant à son obligation d'empêcher la perpétration d'un crime au sens de l'article 7.3 du statut ne se pose pas pour ce volet de l'affaire. L'appelant fait valoir en outre que les moyens de preuve supplémentaires démontrent que l'unité des Vitezovi ne relevait pas de son commandement et agissait fréquemment sous les ordres directs d'autres, et en particulier Kordic et le ministre de la Défense de Mostar. S'agissant du contrôle effectif exercé par l'appelant sur les Vitezovi, la Chambre d'appel est convaincue au-delà de tout doute raisonnable sur la base des éléments de preuve présentés en première instance ainsi que des moyens supplémentaires que l'appelant avait le commandement de juré de cette unité.
Si l'on considère que le fait de signaler les agissements criminels de ses subordonnés aux autorités compétentes est l'indicateur manifeste de la capacité matérielle, même très limitée, d'un supérieur de punir dans des circonstances données, on peut dire qu'en l'espèce, l'appelant disposait effectivement de cette capacité limitée. En conséquence, sa responsabilité de supérieur hiérarchique est mise en cause en l'espèce. La Chambre de première instance n'a pas fourni suffisamment de faits à l'appui de sa conclusion sur le manquement de l'appelant à son obligation de punir, les Vitezovi notamment, pour les crimes commis dans la ville de Vitez. L'absence de toute analyse des moyens de preuve pertinents se rapportant à un élément clé dans la détermination de la responsabilité pénale de l'appelant justifie à elle seule l'annulation des déclarations de culpabilité prononcées contre l'appelant en application de l'article 7.3 du statut. Cependant, la Chambre de première instance n'a pas analysé les éléments avancés par l'appelant au cours du procès et selon lesquels il a pris l'initiative d'une enquête sur l'explosion du camion piégé le 18 avril 1993, informé ses supérieurs du résultat de cette enquête avant de leur signaler l'attaque menée par les Vitezovi le 18 juillet 1993 sur Stari Vitez. Pour le premier de ces deux incidents, aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement conclure, à l'instar de la Chambre de première instance, que l'appelant avait manqué à son obligation de punir. S'agissant du rapport sur l'attaque du 18 juillet 1993, les moyens de preuve présentés en première instance et en appel ne convainquent pas la Chambre d'appel, au-delà de tout doute raisonnable, que les Vitezovi ont commis un acte criminel en employant des bombes bébés ou des bébés-bombes. L'appelant n'ayant pas su que ses subordonnés utilisaient ce type de bombes pendant l'attaque, la question de sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique ne se pose pas. En ce qui concerne l'offensive du 16 avril 1993, aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement, en l'absence d'éléments factuels suffisants, conclure, comme l'a fait la Chambre de première instance, que l'appelant devait être considéré comme responsable des crimes commis au cours de cette attaque au titre de l'article 7.3 du statut, en raison d'un manquement à son obligation de punir. Le moyen d'appel suivant concerne la responsabilité de l'appelant pour les crimes commis dans la municipalité de Busovača. La Chambre de première instance a déclaré l'appelant responsable des attaques sur les villages de Lončari et Ochenici en avril 1993. La Chambre de première instance a également conclu qu'en donnant des ordres à la police militaire en avril 1993, l'appelant avait intentionnellement pris le risque de voir des actes criminels très violents en résulter. L'appelant soutient qu'il n'a jamais donné l'ordre d'attaquer Lončari ou Ochenici et que la Chambre de première instance s'est fourvoyée en lui imputant des crimes commis par la police militaire et notamment par les Jokeri. Après examen des constatations de la Chambre de première instance, la Chambre d'appel estime que la conclusion de la Chambre de première instance a été rendue sur la base de l'article 7.1 du statut. La Chambre d'appel va appliquer le critère juridique qui convient pour déterminer si l'appelant est responsable des crimes commis à Lončari et Ochenici au sens de l'article 7.1 du statut. En l'absence d'éléments de preuve directs montrant que l'appelant a ordonné les attaques de Lončari et d'Ochenici en avril 1993, la Chambre d'appel estime qu'aucun juge du fait ne saurait raisonnablement conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant a donné l'ordre de procéder à ces attaques. La Chambre d'appel constate que les moyens de preuve supplémentaires admis en appel ne font que renforcer cette conclusion. En conséquence, il n'y a pas lieu de déterminer si oui ou non l'appelant savait qu'il était très vraisemblable que ces crimes allaient être commis. Vu les arguments des parties sur ce point, et afin de faire toute la lumière sur cette question, la Chambre d'appel estime également nécessaire d'examiner la conclusion apparemment rendue par la Chambre de première instance, selon laquelle l'appelant est responsable d'avoir mené à bien, et non pas ordonné, les attaques de janvier 1993 à Busovača.
La Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance n'a analysé aucun élément de preuve relatif à la responsabilité de l'appelant dans les crimes commis à Busovac en janvier 1993, pas plus qu'elle n'a évalué cette responsabilité. En conséquence, la Chambre d'appel considère qu'aucune conclusion n'a été rendue en vertu de l'article 7.1 du statut au sujet des attaques de janvier 1993 sur Busovac. Quant à la responsabilité de l'appelant en tant que supérieur hiérarchique pour les crimes commis à Busovac, la Chambre d'appel est d'avis que la Chambre de première instance n'a ni examiné, ni analysé de manière satisfaisante les éléments de preuve qui lui ont été présentés au regard des conditions juridiques requises pour l'application de l'article 7.3 du statut. De ce fait, la Chambre d'appel estime qu'aucune conclusion n'a été rendue en vertu de l'article 7.3 du statut pour les crimes commis à Lonchari et Ochenichi en avril 1993 et la Chambre se refuse à poursuivre plus avant l'examen de cette question. À propos du chef 14 de l'acte d'accusation concernant la destruction d'édifices consacrés à la religion ou à l'enseignement, l'appelant fait valoir que le jugement est vague et n'identifie pas les preuves des dites destructions à Busovac. Dans son dispositif, la Chambre de première instance déclare l'appelant coupable du chef 14 en vertu des articles 7.1 et 7.3 du statut. Pourtant, dans la partie du jugement relative à Busovac, on ne trouve ni discussion ni analyse des charges présentées au chef 14. Et l'on ne trouve pas non plus de conclusion précise rendue par la Chambre à ce sujet. Par ces motifs, la Chambre d'appel estime qu'il convient d'annuler la déclaration de culpabilité prononcée au titre du chef 14 de l'acte d'accusation pour les événements de Busovac. Le moyen d'appel suivant a trait aux erreurs alléguées concernant la responsabilité de l'appelant pour les crimes commis dans la municipalité de Kiseliak. La Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance n'a pas conclu que l'appelant avait ordonné la perpétration des crimes d'avril 1993 à Kiseliak, mais qu'elle a plutôt estimé que l'appelant avait intentionnellement pris le risque que les musulmans et leurs biens soient les premiers visés par ces offensives, et elle a conclu qu'il devait savoir, lorsqu'il a donné l'ordre de procéder à ces attaques, que des actes criminels très violents allaient en résulter. La Chambre d'appel va appliquer le critère juridique approprié pour déterminer si l'appelant voit sa responsabilité engagée en application de l'article 7.1 du statut pour les crimes commis en avril 1993 à Kiseliak. La Chambre d'appel observe que la Chambre de première instance a conclu que, de par ses offensives et les moyens militaires employés, l'appelant visait à faire fuir ces populations. Il semble à la Chambre d'appel que la Chambre de première instance a estimé que l'appelant avait l'intention, au moyen de ces offensives, de procéder à des transferts forcés de civils. Quand elle a affirmé que l'appelant avait intentionnellement pris le risque que les civils musulmans et les biens leur appartenant soient les premiers visés par les offensives lancées le 18 avril 1993, la Chambre de première instance s'est appuyée sur les ordres de préparation au combat et de combat. Elle a estimé que ces ordres avaient une teneur catégorique et haineuse et que l'appelant avait utilisé dans ces ordres des termes qui n'étaient pas strictement militaires et qui avaient une connotation émotionnelle de nature à inciter à la haine et à la vengeance contre les populations musulmanes. La Chambre de première instance a par ailleurs considéré que l'appelant avait employé des mots radicaux ayant une connotation d'élimination en citant à titre d'exemple l'expression de nettoyer le terrain que l'on trouve dans le document D300. Un ordre de combat. La Chambre d'appel estime que les moyens de preuve présentés en première instance montrent que les ordres émis par l'appelant s'expliquaient par des considérations militaires. La Chambre conclut que, sur la base des éléments de preuve pris en compte par la Chambre de première instance, aucun juge du fait n'aurait raisonnablement pu conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant avait l'intention de procéder à des transferts forcés de civils. La Chambre d'appel estime par ailleurs que ces éléments de preuve ne démontrent pas, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant savait qu'il était très vraisemblable que des crimes allaient être perpétrés dans le cadre de l'exécution de ces ordres.
Par ces motifs, la Chambre d'appel conclut qu'aucun juge du fait ne saurait raisonnablement conclure que la responsabilité de l'appelant est engagée en vertu de l'article 7.1 du statut pour les crimes commis en avril 1993 à Kiselyak. Les moyens de preuve supplémentaires présentés en appel confirment que les termes utilisés dans le document D300 n'évoquent pas forcément les concepts d'élimination ou de transfert forcé. En ce qui concerne les attaques de juin 1993 à Kiselyak, la Chambre d'appel observe que lorsqu'elle a conclu que l'appelant avait donné l'ordre de procéder à ces attaques, la Chambre de première instance n'a fait référence à aucun élément de preuve allant dans ce sens. On ne trouve en effet dans le dossier aucun élément montrant que l'appelant a ordonné ces attaques. La Chambre d'appel estime qu'aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant avait ordonné les attaques de juin 1993 à Kiselyak. En conséquence, il n'y a pas lieu de se demander si l'appelant savait qu'il était très vraisemblable que des crimes allaient être commis. La Chambre d'appel conclut donc qu'aucun juge du fait ne saurait raisonnablement conclure que l'appelant voit sa responsabilité engagée au titre de l'article 7.1 du statut pour les crimes commis à Kiselyak en juin 1993. La Chambre d'appel constate de plus qu'on ne trouve dans le jugement aucune discussion sur la responsabilité de l'appelant au titre de l'article 7.3 du statut pour des crimes commis en avril et juin 1993. En conséquence, la Chambre d'appel conclut qu'aucune conclusion n'a été rendue en vertu de l'article 7.3 au sujet des attaques de juin 1993 à Kiselyak et se refuse à examiner la question plus avant. The next ground. Le moyen d'appel suivant porte sur les erreurs alléguées afférentes à la responsabilité de l'appelant pour les crimes liés à la détention. Le jugement de la Chambre de première instance a examiné les chefs d'accusation 15 à 20 du deuxième acte d'accusation modifié dans un chapitre intitulé « Crimes liés à la détention » car ils touchent tous à la privation de liberté. En ce qui concerne les chefs d'accusation 15 et 16, à savoir les chefs d'accusation portant sur les traitements cruels et inhumains, la Chambre de première instance a considéré l'appelant coupable en vertu de l'article 7.3 du statut des crimes commis dans différents établissements de détention, ainsi que des crimes associés au fait de creuser des tranchées en application de l'article 7.1 du statut. La Chambre d'appel considère que le texte du jugement en première instance n'est pas suffisamment clair sur la justification de la Chambre de première instance pour parvenir à la conclusion suivant laquelle l'appelant avait donné l'ordre des détentions. Il s'agit d'une conclusion dégagée par extrapolation. Par conséquent, la Chambre d'appel estime qu'aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement conclure que l'appelant a donné l'ordre relatif aux détentions et la conclusion de la Chambre de première instance est annulée. La Chambre de première instance a également considéré, en application de l'article 7.1 du statut, que l'appelant était coupable d'avoir donné l'ordre aux détenus de creuser des tranchées ainsi que du traitement dont ils ont souffert par voie de conséquence. La Chambre d'appel constate que le fait d'utiliser des personnes ne prenant aucune part active aux hostilités, et ce, afin de préparer des fortifications militaires qui seront utilisées lors d'opérations et contre les forces avec qui ces personnes s'identifient ou compatissent, représente une attaque sérieuse contre la dignité humaine et est une cause de souffrance ou de blessures mentales graves et, suivant les circonstances physiques, et que tout ordre destiné à forcer des personnes qui ne prennent aucune part active aux hostilités à creuser des tranchées ou à préparer d'autres installations militaires constitue un traitement cruel dans de telles circonstances. Par conséquent, la Chambre d'appel estime qu'aucun juge du fait
raisonnable, qu'aucun juge du fait, se reprend l'interprète, n'aurait pu raisonnablement conclure que l'appelant à violer les lois ou coutumes de guerre en application de l'article 3 du statut est coupable au titre du chef d'accusation 16 d'avoir donné l'ordre d'utiliser les détenus afin qu'ils creusent des tranchées. De surcroît, la Chambre de première instance a été d'avis que l'appelant, en ordonnant le travail forcé, a, en connaissance de cause, pris le risque que ces soldats puissent commettre des actes violents contre des détenus vulnérables. La Chambre d'appel observe qu'il n'y a pas suffisamment de preuves dont pourrait émaner la conclusion, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant a donné l'ordre d'utiliser les détenus afin de creuser des tranchées, en ayant conscience de la probabilité considérable que des crimes seraient commis lors de l'exécution de ces ordres. Au contraire, alors qu'il existe des preuves que l'appelant a donné l'ordre que des tranchées soient creusées par des détenus dans des cas précis, les moyens de preuve ne permettent pas de prouver au-delà de tout doute raisonnable que l'appelant a ordonné que les tranchées soient creusées et qu'il savait qu'il était vraisemblable que des crimes seraient commis. Par conséquent, l'appelant n'est pas coupable des chefs d'accusation 15 et 16 au terme de l'article 7.1 du statut pour les crimes associés au fait de creuser des tranchées. La Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance a conclu que l'appelant connaissait les circonstances et conditions de détention des musulmans dans les établissements et de toute façon n'a pas exercé la diligence nécessaire et raisonnable dans l'accomplissement de ses devoirs. Les moyens de preuve présentés en première instance démontrent que l'appelant savait parfois que des musulmans de Bosnie non combattants subissaient des sévices dans des établissements de détention. En outre, la Chambre d'appel a étudié des éléments de preuve du dossier de première instance indiquant que des détenus se trouvaient dans des endroits proches du quartier général de l'appelant à Vitez, à savoir le centre culturel de Vitez où se trouve le cinéma et le poste vétérinaire de Vitez. La Chambre d'appel conclut que tout juge du fait aurait pu raisonnablement conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant savait que des détenus avaient été placés en toute illégalité dans deux établissements, à savoir le centre culturel de Vitez où se trouve le cinéma et le poste vétérinaire de Vitez, et qu'il savait que les conditions de leur détention avaient été illicites. Cette conclusion n'a pas été contredite par les moyens de preuve admis en appel.